Bonjour les astronautes et bienvenue dans ce dernier épisode de Décrocher la Lune. Aujourd'hui nous allons voir le lancement d'Apollo 11, ce qui clôturera la saison 1. Mais ne vous inquiétez pas, les vidéos continueront après une courte pause. Alors n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo, à lâcher un pouce bleu si vous l'aimez, à la partager ou à vous abonner si vous ne voulez pas louper la suite des épisodes. Its conquest deserves the best of all mankind. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. 3, 2, 1, top! Seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. Et nous voilà partis vers la Lune. Alors, on active les piles à combustible afin d'avoir un peu de courant, parce qu'on va pas faire tout le trajet sur les batteries. Voilà, donc ça consomme de l'hydrogène et de l'oxygène pour créer du courant, principe relativement simple et très efficace. Les panneaux solaires à l'époque ne produisaient pas suffisamment pour alimenter tout le système du LEM, donc le module lunaire, et la capsule de commande. Alors,
Nous sommes actuellement en trajectoire translunaire, hein, ce qu'on appelle une trajectoire translunaire, donc entre la Terre et la Lune, tout simplement. On est déjà parti vers la Lune, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. Alors, j'aimerais faire une petite aparté sur les choix de la méthode pour aller sur la Lune, en fait, parce que ça a été vachement compliqué. Puisqu'en 59, le moment où, enfin, c'est à cette époque-là que les études ont été lancées au sein de l'agence spatiale américaine pour dans une perspective à long terme, en fait, pour envoyer des hommes sur la Lune. Il y avait 3 scénarios qui se dégageaient du lot, quoi. Il y avait l'envoi direct d'un vaisseau sur la Lune, le Direct Ascent, comme ils l'appelaient. Donc ça aurait été une fusée de forte puissance avec l'envoi d'un vaisseau complet. C'est un peu ce qu'on retrouve sur le jeu Kerbal Space Program en temps normal, quoi. Il y avait aussi un rendez-vous orbital autour de la Terre, donc pour limiter les risques le coût de développement et les risques pour l'équipage. L'idée était de mettre d'abord un module qui irait jusqu'à la Lune, puis d'amener les astronautes après. Et les faire se docker donc en orbite autour de la Terre avant de partir vers la Lune. Donc le vaisseau en lui-même se serait posé sur la Lune comme dans le même principe que l'envoi direct d'un vaisseau, quoi. Et le rendez-vous en orbite lunaire, donc LOR, hein, c'est comme ça qu'il l'appelait, pour Lunar Orbital Rendezvous. Et alors un seul lanceur, donc du coup, contrairement au rendez-vous orbital autour de la Terre, était requis. Mais le vaisseau spatial devait comporter 2 sous-ensembles. Une fois en orbite lunaire, il fallait séparer un module dit lunaire qui se pose sur la Lune avec 2 ou plus d'astronautes. Bon, 2 a été retenu, hein. On ne voulait pas qu'il n'y en ait qu'un seul pour des raisons de sécurité au cas où il y a un problème. Et un autre qui reste en orbite, donc un module dit module de commande, qui est aussi la capsule de retour vers la Terre. Donc cette solution permettait d'économiser du poids par rapport aux 2 autres scénarios et permettait aussi de concevoir un vaisseau destiné à sa mission proprement lunaire. Donc l'avantage du LEM, quoi, ce qu'on appelle le LEM. En outre, la fusée avait besoin d'être moins puissante que pour un envoi direct sur la Lune, quoi. Alors, le choix de la méthode, en fait, ça vous dit quel type de vaisseau il va vous falloir. Donc c'est la première chose à décider, quoi, parce que vous n'allez pas construire un vaisseau pour un envoi direct sur la Lune et au final le changer pour faire un rendez-vous lunaire. C'est pas possible. Chaque vaisseau, chaque lanceur, chaque module est conçu de manière à par rapport au déroulement de la mission prévue, quoi. Donc bien évidemment, le temps que ça a pris pour développer tout ça, ça a donné un peu de retard sur l'échéance pour que la NASA réussisse à remplir le contrat qu'avait donné Kennedy d'aller poser le pied sur la Lune en moins de 10 ans. Aux yeux de beaucoup de spécialistes, le rendez-vous entre le module lunaire et le module de commande autour de la Lune paraissait instinctivement trop risqué, ce qui paraît normal, hein. Si jamais les 2 vaisseaux ne se retrouvaient pas et n'arrivaient pas à se docker, les personnes dans le module lunaire ne pourraient jamais revenir vers la Terre, ne serait-ce qu'à cause de leur carburant, mais aussi ils n'auraient aucune protection thermique en cas d'une réentrée dans l'atmosphère. Donc ils auraient été forcément condamnés à tourner indéfiniment autour de la Lune. Par contre, les avantages étaient énormes en ce qui concerne la masse à placer en orbite. Donc, une fois les autres scénarios approfondis, le rendez-vous lunaire gagnait en crédibilité, quoi. Les partisans du vol direct se rendirent compte de la difficulté de faire atterrir un vaisseau complet sur le sol lunaire accidenté, parce que là on parlait même pas de faire une orbite autour de la Lune avant de se poser, hein. C'était direct sur la Lune, un peu comme ce que je vous ai montré avec les sondes Luna et Surveyor. Enfin, Surveyor vous n'avez pas forcément vu puisque c'était assez rapide. Mais bon, voilà, les caractéristiques du terrain auraient été très incertaines et il était quasiment impossible de gérer ça. Donc cette méthode-là fut avortée. En ce qui concerne le rendez-vous orbital terrestre, le souci était de développer un lanceur qui puisse amener 2 charges utiles différentes se docker ensemble en orbite, mais 2 grosses charges utiles tout de même. Et au niveau du coût de développement et du temps que ça aurait pris à développer, c'est pour ça que le rendez-vous lunaire a été retenu. Donc 20 jours avant le lancement du programme Apollo,
Alan Shepard avait effectué le premier vol spatial américain, mais il s'agissait d'un vol suborbital. Rappelez-vous de la mission Mercury 3, c'était ce vol-là, avec une fusée Mercury Redstone. Il n'y avait pas d'autres lanceurs disponibles à cette époque, et il n'y avait même pas une puissance suffisante pour faire ne serait-ce qu'une orbite. Ce qui fait que le programme lunaire a nécessité de pouvoir placer en orbite basse une charge utile de beaucoup plus grosse que ce qu'ils étaient capables de faire à l'époque. On parle pour le lanceur Saturn V d'une masse de 120 tonnes, ce qui est quand même énorme. Hein. Les fusées de la NASA vont passer d'une fusée de 30 tonnes, donc Mercury Redstone, hein, qui a réussi à lancer Alan Shepard en vol suborbital, je précise, et non pas orbital, jusqu'à les 3000 tonnes du lanceur Saturn V. De 30 tonnes, on passe à 3000 tonnes. Ça a nécessité de développer des moteurs d'une puissance qui est toujours inégalée. Hein. Le lanceur Saturn V est toujours le plus puissant de l'histoire, jusqu'à maintenant. On verra s'il garde son trône avec l'arrivée de la BFR, si elle se fait au final. La BFR de SpaceX, pour ceux qui ne connaissent pas, devra, si elle est construite, si le projet aboutit, être beaucoup plus puissante qu'une fusée Saturn V. Mais bon, quoi qu'il en soit, elle a dû utiliser des moteurs surpuissants et la nouvelle technologie qui était les moteurs cryogéniques, qui étaient très récents à l'époque, tout neufs. J'ai pas mal entendu parler de personnes qui disaient que le fait que j'utilise des préfabriqués, on va dire ça comme ça, ça me permettait, c'était beaucoup plus facile, quoi. Il n'y avait pas de défi, tout ça. Alors, faut savoir qu'au contraire, hein, étant donné que les quantités de carburant, les masses, tout ça sont propres à la réalité, c'est plutôt le contraire. J'ai pas de marge de manœuvre. Je peux pas me permettre de foirer quelque chose. Et ça représente un défi beaucoup plus grand. Là, pour un module lunaire, si je l'avais fait moi-même, plutôt que d'utiliser un moteur qui peut s'allumer que 5 fois et auquel je ne peux pas gérer la poussée, j'en aurais pris un qui peut s'allumer beaucoup plus de fois, qui aurait eu plus de puissance pour compenser du coup toutes les ressources comme l'eau, la nourriture, tout ça que j'ai dû rajouter. Et je m'en serais sorti beaucoup plus facilement. Hein. Détrompez-vous, c'est beaucoup plus difficile, délicat de garder, on va dire, l'esthétique du vaisseau tel quel, tout en lui gardant les mêmes capacités avec la difficulté qui va avec. C'est beaucoup plus compliqué. Le module lunaire et le module de commande se sont mis en orbite à une centaine de kilomètres, puis ont descendu l'orbite. Alors, au départ, c'était le module lunaire qui descendait son orbite à 20 km au-dessus de sa cible pour atterrir, puis par la suite, au niveau des missions, ils ont préféré faire ça avec le module de commande qui avait un peu plus de râpe de carburant, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas de soucis pour l'atterrissage du module lunaire, pour éviter de piocher dans son carburant, quoi. Pareil, le troisième étage que vous avez vu que j'ai séparé après l'injection translunaire, lors des premières missions, il était tout simplement, il réaccélérait de lui-même afin de se retrouver en orbite solaire. Il y a d'ailleurs l'étage d'Apollo 12 de mémoire qui revient de temps en temps frôler la Terre puis repartir. Alors il représente aucun danger pour la Terre, hein, je vous rassure vis-à-vis de ça. Ça avait juste été une surprise quand des astronomes amateurs l'avaient découvert et qu'ils avaient fait une analyse spectrométrique de la couleur de l'objet, qu'ils avaient vu que c'était exactement la même peinture qui avait été utilisée pour les lanceurs Saturne qui recouvraient l'objet. Par la suite, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est-à-dire que le moteur du troisième étage se rallumait pour décélérer légèrement et aller impacter la Lune. C'était des études faites par les scientifiques pour voir en fonction de la vitesse et de l'angle d'impact, quels effets ça pouvait avoir sur la Lune, afin d'étudier mieux la création des cratères, etc., etc. Je ferai pas d'autres missions sur Apollo, étant donné que Apollo 12 vous avez un excellent épisode d'Astronogeek qui a été fait. Apollo 13 vous avez tout simplement un film complet, un vrai film qui a été fait, qui est très très proche de la réalité. Je veux dire, je crois que c'est l'un des meilleurs films, des plus réalistes que j'ai vu jusqu'à maintenant en ce qui concerne le milieu spatial. Donc je vois pas l'intérêt d'aller dessus. Après Apollo 14, 15, 16 et 17, ce sont des missions de routine, on va dire ça comme ça, qui furent faites.
Donc je ne vois pas l'intérêt d'épiloguer là-dessus, vous verriez sans arrêt la même chose, il n'y a pas spécialement d'intérêt. En ce qui concerne les missions futures, l'avenir de la chaîne, comme je vous disais, je vais faire une série d'épisodes sur les lanceurs, donc on va commencer par les V2, etc. On parlera aussi beaucoup des carburants, puisqu'il y a énormément de types de carburants, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais vous avez les carburants liquides, les carburants solides, les carburants hypergoliques, qui sont encore une nouvelle catégorie. Nous ferons peut-être même un tour rapide sur tout ce qui est propulsion électrique et la fabrication d'énergie dans l'espace, comment on fabrique de l'énergie dans l'espace, comment ça fonctionne, les panneaux photovoltaïques par exemple, ou les RTG qui devraient arriver d'ici peu par la suite sur la chaîne avec la saison 2. Nous aurons pas mal de choses à voir. Je vais faire une pause de quelques semaines, alors je ne me suis pas encore fixé de combien de temps la pause durerait. Je pense que j'attendrai de toute façon la fin de la période scolaire, des examens, etc. pour reprendre, quoi, que l'été commence. Ceci étant dit, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Bon courage à tous ceux qui vont avoir des examens sur cette fin d'année scolaire. Et je vous dis à cet été.